J'ai vu plein de films incroyables récemment et j'ai envie d'en parler. Salut à tous, ici Red, bienvenue dans la vidéo où je critique plein de films que j'ai vus le mois précédent, dont des films qui sont sortis aujourd'hui. Et oui, il y a des avant-premières et certains distributeurs m'ont envoyé des liens pour regarder à la maison. C'est trop cool, merci à vous. Je vais les classer, films, séries, je vais tout mélanger, mais du moins bon au meilleur d'après moi, mais prenez pas le classement trop au sérieux. Et évidemment, je vais pas parler de tous les films que j'ai regardés pour des critiques ou d'autres vidéos. C'est un avis rapide, sans spoiler, je compte sur vous pour mettre votre avis dans les commentaires. Et on commence tout de suite. Je vais commencer avec un film que j'ai oublié d'évoquer lors de ma vidéo mensuelle du mois précédent. Pourquoi j'ai oublié? Parce que grosso modo, lorsque je fais ces vidéos-là, maintenant je prends des notes après chaque film, mais avant j'allais sur Letterboxd, je regardais les films et j'essayais d'écrire par rapport à ces films, ce qui faisait des critiques un peu moins bonnes. Maintenant j'écris juste après avoir vu le film. Et ma critique du Grand Déplacement avait été supprimée par Letterboxd parce qu'en fait j'avais fait une blague. J'ai dit ce film m'a rendu raciste. Clairement, c'est une blague, mais je peux comprendre que Letterboxd n'aime pas. Du coup, elle a été supprimée, et du coup, elle n'apparaissait pas non plus dans ma liste des films que j'ai vus. Elle est bien présente, hein, la critique, mais vu qu'elle est supprimée, je la voyais pas. Donc c'est pour ça que je l'ai zappé, je l'ai complètement oublié, alors que je l'ai vu pour en parler. Je vais même faire une critique à chaud du truc, mais je me suis dit, je vais aller juste aider les racistes. Mais le truc, c'est que, bah, c'est pourri. C'est ça le vrai souci. C'était vraiment horrible, c'était nul, c'était l'un des pires films de l'année. Il y a quasiment pas d'idée de mise en scène, et surtout, c'est pas drôle, quoi. C'est pas drôle du tout. J'ai pas souri une seule fois. Franchement, c'est le même genre de comédie raciste nulle qu'on voit avec plein d'autres gens dans le cinéma français qui fait ce genre de truc. C'est tout pourri. C'est nul. C'est pas intéressant. Il y a rien à vraiment sauver par rapport au scénario, par rapport au personnage. J'ai pas souri une seule fois. C'est pas du tout inspirant. Pourtant, le titre est drôle. Le grand déplacement, le jeu sur le grand remplacement, c'est génial comme idée. Mais ils utilisent vraiment mal le concept d'Africains qui vont dans l'espace et tout. L'équipe, les personnages, leurs liens entre eux, c'était vraiment nul, je trouve. Enfin, tu te rappelleras d'aucun personnage à aucun moment de ta vie. Le problème, c'est que les passages en science-fiction, bah, tu vois qu'il y a du budget, mine de rien. Les décors sont pas mal, les effets spéciaux sont pas mal aussi. C'est loin d'être moche, je trouve. Ça a un peu de gueule, mine de rien. La photo dans l'espace est cool aussi, fatalement. Mais je trouve que ça marche pas du tout en tant que comédie. Le propos du film est raté. Là où va pareil, tu vois, Tout simplement Noir, j'avais bien aimé. En place, saison 1, j'avais bien aimé. La saison 2 était vraiment nulle pour le coup. Et là, je me suis dit, bah écoute, Jean-Pascal Zadi, peut-être il a encore la sauce et tout. Non, il a pas du tout la sauce pour ce film. C'est vraiment raté. Quand c'est dramatique, c'est un peu mieux parce qu'il parle de sujets sérieux à certains moments. Mais lorsqu'il fait sa comédie, ce qui est quand même 90% du film, c'est vraiment, vraiment mauvais. Je vais pas du tout m'en rappeler. Mais on peut sauver un peu l'esthétique. On peut sauver quelques passages qui sont quand même visuellement ok, donc c'est un bon travail de prod et un peu de mise en scène, entre guillemets, hein, sur certains trucs, mais c'est nul, quoi. C'est vraiment nul, et la preuve est que j'avais oublié l'existence de ce film quand j'ai fait ma vidéo le mois dernier, alors que je venais de le voir, pour le coup. Donc c'est vraiment, vraiment mauvais, et il n'y a rien à dire, il n'y a rien à sauver. C'est pas, genre, le pire film de l'histoire, mais c'est clairement l'un des pires films de l'année. Sur ça, il n'y a aucun doute. J'ai envie de parler d'une série, maintenant, un petit peu. J'ai vu Rick et Morty saison 8. Écoutez-moi, Rick et Morty, depuis la saison 4, vous savez, la saison 3, c'est là où il y avait l'énorme hype Rick et Morty. Ensuite, saison 4, les gens ont arrêté de regarder un petit peu. Mais moi, j'ai continué et je regarde ça de manière vraiment à la cool. Voilà, 20 minutes par-ci par-là, quand je mange, quand j'ai pas le temps de regarder autre chose. Écoutez, c'est divertissant. Il n'y a plus vraiment d'arc narratif, il n'y a plus vraiment de continuité dans l'histoire. C'est à chaque fois des petites aventures. C'est pas toujours super original, c'est pas toujours très intéressant, c'est pas toujours thématiquement brillant. Mais il y a des épisodes qui sont bien, qui sont réussis. C'est divertissant, ça fait rire. Voilà, franchement, je pense que je vais continuer à regarder voilà, une fois par an. 20 minutes de temps en temps, je crois que j'ai mis quand même quelques semaines à tout regarder, même si bon, j'ai commencé aussi pendant la diffusion. C'était ok. Franchement, il n'y a rien à sauver hein, en mode ouais, c'est une série qu'il faut regarder dans sa vie et tout. Aujourd'hui, non, c'est pas le cas. Peut-être il y a quelques années, c'était le cas, quand il y avait des vraies thématiques profondes, intelligentes. Mais en fait, je pense que la popularité de Rick et Morty a aussi tué Rick et Morty dans le sens où les créateurs se sont dit ok, on n'a pas envie d'assumer le côté où on y va à fond, c'est-à-dire qu'on va continuer l'arc narratif principal et tout. On va faire plein de choses, on va pas vraiment aller dans les attentes des spectateurs, et c'est un peu tué la série parce que du coup c'est devenu une série épisodique sympathique, cool, mais des premières saisons il y avait quand même un arc, il y avait quand même une fin, et là c'est grosso modo les Simpsons quoi. Donc ça n'aura jamais de fin j'imagine, et c'est ok. Voilà, moi je regarde, c'est sympa, mais c'est pas une série aujourd'hui que je peux recommander parce que ça mérite d'être vu. Non, il y a 8 saisons, ça va dans tous les sens. Il y a des rêves de cinéma constamment, ça c'est rigolo. Mais voilà, même si c'est sympa, je pense que c'est une série qu'on peut un peu zapper aujourd'hui. J'ai vu le film d'horreur Dangerous Animals qui raconte l'histoire d'un tueur en série qui tue ses victimes en les mettant dans l'eau et en attendant que des requins viennent les manger. C'est une sorte de plongée dans une forme de sous-culture entre guillemets de l'Australie, c'est-à-dire les surfeurs et les SDF. Un peu comme ça, vous savez, les SDF des océans, c'est un peu vu comme ça, entre guillemets, mais en mode violent, en mode voilà...
Ça, c'est la violence des requins, de l'Australie et tout, et d'un psychopathe. Et honnêtement, c'était pas mal du tout. C'était vraiment divertissant. Alors oui, le souci, c'est que c'est un peu classique en termes de mise en scène, de films d'horreur. Je trouve qu'il passe beaucoup de temps en prison, là où cette jeune femme est emprisonnée. Et c'est pas très intéressant en termes d'idées scénaristiques ou visuelles, mais c'est un peu palpitant. Honnêtement, t'as envie de voir la suite, c'est satisfaisant, mais ça n'utilise pas assez le concept. Il y a qu'un endroit où il y a des requins, c'est cette scène-là, par exemple, mais les requins sont que là. Et j'aurais aimé peut-être qu'il la joue un peu plus fantastique, entre guillemets, dans le sens où ils abusent un peu plus, peut-être pas des requins, mais du danger, parce que le danger vient des requins, mais surtout du psychopathe. Donc ils n'ont pas joué assez sur le concept, je trouve. Le truc, c'est que c'est plus presque un film d'horreur en huis clos avec une femme emprisonnée, plutôt qu'un film avec des requins et tout. Pourtant, moi j'ai toujours bien aimé l'acteur Jay Courtney, c'est pas un grand acteur mais j'ai toujours bien aimé. Il est hyper kiffant à voir dans ce rôle, il s'amuse à fond, il est divertissant, il est cool, c'est une masse de muscles complètement déjantés, il s'amuse clairement et moi ça m'amuse quand les acteurs s'amusent à jouer des rôles de psychopathes et c'est vraiment fun de ce point de vue-là. Juste pour lui, honnêtement, le film mérite d'être vu. Alors c'est pas un grand film, c'est même un peu long je trouve et pas forcément très bien rythmé. La fin est vraiment réussie, il y a pas mal de symbolique. Il y a pas mal de choses sérieuses par rapport à ça. Bon, il y a toutes les thématiques classiques des Final Girls et des films d'horreur féminins et tout. Il y a une certaine poésie de la fin, mais ça reste assez classique. Voilà, assez déjà vu, mine de rien. Et le concept n'est pas assez utilisé, je pense, mais c'est bien. C'est pas flippant pour le coup, il y a quasiment pas de jumpscare, c'est même pas extrêmement violent. C'est divertissant, je peux le conseiller, mais c'est pas non plus le film d'horreur de l'année, même si je pense que tout le monde va le voir et va être diverti. Et ensuite, j'ai envie de parler d'un truc qui m'a un peu surpris. Il y a une liste d'Esquire qui est sortie des meilleurs films de super-héros de tous les temps, une liste que je vais commenter en vidéo bientôt. Et sur cette liste, il y avait un film que j'avais pas vu. Je me suis dit, vas-y, c'est le moment ou jamais de voir ce film. J'avais déjà vu des extraits de ce film qui m'avaient un peu intéressé, mais j'avais jamais vu le film. C'est Shin Kamen Rider. Shin Kamen Rider, ce qui est hyper intéressant avec ce film, c'est que je connaissais pas du tout la licence Kamen Rider, ou c'est Masked Rider du coup en anglais. C'est Hideaki Anno, donc c'est le mec qui a fait Shin Godzilla et Evangelion. Je n'ai pas vu Evangelion, je sais que je regardais Evangelion, et c'est une œuvre de super-héros où un mec que vous voyez ici a une sorte de super pouvoir qui lui permet de faire plein de choses assez folles, et ça lui fait deux personnalités. T'as l'impression, même s'il joue quasiment jamais sur le côté de deux personnalités, mais après bon, je connais pas la licence, peut-être c'est normal, mais moi ce qui m'a fasciné dans ce film quand même, c'est la mise en scène. Je veux dire, c'est le film peut-être live action le plus animé que j'ai vu de ma vie, c'est-à-dire qu'en termes d'effets spéciaux, de photographie qui est quand même assez léché à certains moments, ça fait très animé. C'est-à-dire que c'est une exagération totale, et surtout ce qui est fou, c'est que j'ai l'impression qu'à chaque fois qu'il y avait un plan dans ce film, ils se sont dit on va prendre une caméra différente. D'un plan à un autre, il y a une caméra différente, une focale différente. Tu passes d'une caméra classique entre guillemets numérique, avec une focale voilà, traditionnelle, on va dire ça comme ça, à une GoPro, à une focale mais complètement différente. Et à chaque plan, t'as l'impression de switcher entre le réel, le studio, les effets spéciaux, le practical, avec des angles de vue complètement différents. C'est hyper extravagant. C'est kitsch à mort, et juste en termes de mise en scène, j'ai passé un plaisir fou quoi. C'est un plaisir de voir visuellement un film qui s'assume, et je vous dis, là il y a des photos et tout, des images du film, mais regardez le film en mouvement, la manière dont ils ont tout mélangé, et c'est assez dingue à quel point ils s'assument, à quel point ils vont à fond sur ce projet, sur le sujet même j'ai envie de vous dire. C'est des Power Rangers entre guillemets, avec un ou deux mecs, avec du budget certes, mais pas non plus hyper beaucoup de budget, soyons honnêtes, mais c'est hyper inventif, c'est ça que je voulais dire, et qu'il n'y a pas un plan qui se ressemble. Donc il y a plein d'idées de mise en scène à chaque fois, c'est généreux, la musique est folle à certains moments, il y a des shaky cam constamment mais vraiment bien gérés, puis il y a des plans beaucoup plus classiques aussi, pareil, il y a un combat dans les airs qui fait penser à Man of Steel, mais en bien, je précise, il y a la caméra épaule et tout, parfois ça fait un peu cheap, mais parfois c'est génial. Par contre, j'avoue que j'ai un peu de mal avec ce qui se passe en dehors de l'action, il se passe beaucoup de choses, et j'ai aussi l'impression d'arriver, vous savez, au troisième film d'une saga. Genre, le film commence et je n'ai rien compris. Et tout le film, j'ai un peu rien compris parce que j'ai l'impression d'avoir pas le contenu nécessaire, j'ai pas le lore, j'ai rien. C'est pas grave, hein, ça gâche pas le film, mais j'ai l'impression d'être arrivé au mauvais moment parce que j'ai pas les connaissances nécessaires pour voir ce film. J'ai même pas vérifié s'il y a une suite ou pas, je pense que c'est comme Shin Godzilla. C'est-à-dire que voilà, ils refont le mythe de Godzilla, je pense que là ils refont le mythe de Shin Kamen Rider, et de ce point de vue-là, j'ai rien compris, enfin entre guillemets j'ai rien compris, mais j'étais pas non plus investi dans l'histoire, peut-être à cause de ça. C'est hyper mélodramatique, voilà, ils en font des caisses à certains moments. J'ai trouvé ça assez long quand même, assez mal rythmé à certains moments. Quand c'est l'action, et il y en a beaucoup, c'est généreux, hein, c'est banger, ça envoie, c'est divertissant, c'est cool, mais faut aimer les trucs un peu, voilà, effets spéciaux, même s'il y a beaucoup d'effets pratiques, de cascadeurs et de trucs stylés, hein, il y a beaucoup d'effets spéciaux, et ils sont pas incroyables, je précise, ils sont bien parce que la mise en scène et le mélange avec les effets spéciaux est bien. Et je trouve que même si les effets spéciaux techniquement sont pas incroyables, la mise en scène sauve le truc, pour le coup, c'est important de le noter.
Et en même temps, j'étais pas investi dans les personnages, dans les intrigues. La deuxième partie du film, lorsque le deuxième mec arrive, est bien meilleure, je trouve. Il y a une dualité, une amitié, il y a un truc vraiment cool. Il y a des scènes d'action mortelles, mémorables. C'est un peu un jeu vidéo, slash un animé en même temps, et il y a même du teasing de boss fight à certaines séquences. Tu dis, ok, ça c'est tel personnage que moi je connaissais pas du tout, et il y a une sorte de moment où on te le tease comme le boss final et tout, c'est super drôle, c'est divertissant, à prendre au premier degré, hein, pour le coup c'est pas une comédie ou un nanar, hein, c'est vraiment, vraiment bien, et je peux vous le conseiller parce que j'ai passé un super moment devant. C'est pas un grand film parce que moi, narrativement, en termes de personnages, j'étais pas investi, mais en termes d'action, j'ai pris mon kiff, et à chaque plan, j'étais en mode, mais qu'est-ce qu'ils sont en train de foutre? C'est divertissant. Ça va pas plaire à tout le monde, mais moi j'ai beaucoup aimé. Mais j'ai envie de parler d'un film français aujourd'hui, qui est bien aussi, ça s'appelle Rapace. Rapace, c'est l'histoire d'un père et de sa fille qui travaillent, elle en stage et lui en tant qu'employé, CDI, tout ça, dans une sorte de journal qui s'occupe de faits un peu macabres, de morts, de crimes, qui vont faire la une parce qu'il y a un côté curiosité morbide que leurs lecteurs cherchent dans ces journaux. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, ils créent une sorte de thriller journalistiques qui font penser un peu à Nightcrawler, vous savez, avec Jake Gyllenhaal, mais moins tape à l'œil, parce que c'est à la fois une critique de la presse, le lien qui est fait avec la technologie, comment les spectateurs veulent voir certaines choses, veulent lire certaines choses, le côté vraiment macabre que les gens adorent hein, sur Internet, à la télé et tout, et comment justement on passe d'une technologie papier de l'époque avec la technologie aussi radio de l'époque pour le coup à aujourd'hui Internet, les réseaux sociaux et tout. Donc il y a un bon lien qui est fait entre l'époque, la technologie d'aujourd'hui, et il y a plein d'idées de ce point de vue-là que j'ai vraiment beaucoup aimé pour le coup, mais c'est surtout un thriller d'enquête, d'investigation, avec pas mal de tension. Il y a une scène dans une sorte de diner, un restaurant, qui est vraiment une scène assez dingue, de tension folle, mais en même temps, le film est ludique. Il y a un travail sur le son, sur la localisation, il y a des idées de mise en scène, et tu as une vraie peur pour les personnages, t'y crois à fond, tu sais pas du tout comment ça peut finir, et c'est ça qui est vraiment fort, d'après moi. Et pareil, c'est 1h30, donc ça passe super vite, l'enquête est vraiment bien trouvée, ça te tient en haleine de ce point de vue-là. Et je trouve qu'il y a un vrai vide un peu par rapport à ce qui se passe en dehors de l'enquête. C'est-à-dire que c'est un peu simple, un peu classique. L'enquête est stressante, divertissante. Ce qui se passe en dehors est plus banal, plus simple, surtout avec la famille au travail qui n'est pas vraiment bien exploitée parce qu'au travail, ils s'appellent tous la famille en fait. Et en même temps, il y a la vraie famille de ce père avec sa fille. Et en même temps, ce père veut avoir une autre femme parce qu'il est divorcé forcément et tout. Bref, il y a des trucs un peu comme ça qui marche un peu moins bien je trouve, mais la thématique abordée par rapport aux criminels de cette œuvre est vraiment intéressante et d'actualité et prenante, et on voit une sorte de switch dans le cinéma actuel où les méchants, ou le méchant, vous verrez, devient une personne spécifique. Je ne vais pas spoiler hein, pour ceux qui ne l'ont pas vu, mais depuis quelques années, cinéma américain, cinéma européen, on voit quand même le même genre de méchant, ce qui est assez intéressant je trouve. Donc c'est à la fois un film qui est universel dans le genre du thriller, mais du point de vue d'enquêteur journalistique et non pas de la police. Et c'est fou à quel point on voit ça dans tous les pays récemment. Donc c'est dingue, ça montre un peu le changement médiatique et le traitement de ce qui se passe dans le monde. Et c'est vraiment efficace, c'est vraiment divertissant. T'y crois à ce personnage-là, c'est pas parfait. Il y a quelques petits soucis par rapport à ça où c'est un peu trop simple et classique, mais il utilise bien, encore une fois, la technologie, le son, le jeu d'acteur est très bon. Pour le coup, le duo là marche vraiment bien. Et cette scène du dîner était vraiment, vraiment top. Donc Rapace, bon film français, que vous le regardiez en salle aujourd'hui ou sur Canal, je pense que vous allez bien kiffer parce que le film est vraiment bien. Maintenant, j'ai un autre film que je vais après au même niveau que Rapace, c'est Bring Her Back, qui est sorti aussi, qui sort aujourd'hui d'ailleurs, techniquement moi je l'ai vu en avant-première il y a quelques semaines ici à Lille, il y avait des avant-premières publiques un peu partout en France. C'est l'histoire d'une famille et surtout de deux frères, enfin une sœur et un frère, qui perdent leur père, sauf que le frère n'est pas assez âgé pour s'occuper de sa sœur. Ils sont placés dans une nouvelle maison avec une nouvelle famille. Cette nouvelle famille aura le droit à cette mère, qui est géniale, une actrice absolument formidable. Moi, j'ai toujours aimé et m'a vraiment fait rêver dans La Forme de l'eau, par exemple. Et là, elle joue du coup cette femme qui va les accueillir. Sauf que dans cette famille-là, il y a déjà un autre enfant. Il est un peu bizarre. Il y a des choses un peu étranges qui se passent par rapport à lui. Mais c'est un film d'horreur, drame familial, par les réalisateurs anciens youtubeurs qui ont fait Talk to Me ou La Main en VF, qui était vraiment cool. Talk to Me, j'ai passé un bon moment devant. Celui-ci va parler des thématiques un peu classiques, c'est-à-dire du deuil, de la famille recomposée, des traumas du passé. Ça parlait aussi de beaucoup de choses sous le spectre de l'horreur, on va dire. Il y aura pas mal de gore d'ailleurs qui sera montré. Vraiment beaucoup même, je dirais. Il y a des scènes, je vais m'en rappeler toute ma vie parce que c'est d'une violence extrême. C'est pas une blague, hein. Il y a des trucs vraiment hardcore. Donc il y a beaucoup de sang, il y a beaucoup de violence. Mais c'est fondamentalement une œuvre et une thématique sur ça.
sur la famille et sur tout ce qui tourne autour. Moi, je trouve que c'est un peu long, un peu confus à certains moments, même si c'est quand même bien fait, hein, je trouve. Ils ont des idées de mise en scène. Le film aurait gagné à être plus court et plus classique dans l'histoire, je trouve, entre guillemets. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'il y a parfois trop de trucs qui vont un peu dans tous les sens, mais il va à fond dedans. C'est-à-dire que pour un film d'horreur, ça assume complètement le concept. Ça va vraiment dans le délire le plus hardcore possible. Si c'était moins dense, je pense que la narration aurait été plus fluide à certains moments parce qu'ils attaquent trop de thématiques et trop de choses, mais c'est efficace. Parce qu'il y a des idées de mise en scène, c'est-à-dire qu'il y a la fille qui sera aveugle, et lorsqu'on va la filmer elle, il y aura un focus sur elle uniquement, mais vu qu'elle, elle voit un petit peu, c'est-à-dire qu'elle voit les lumières, les formes, nous, ce qu'on voit pas en tant que spectateur, c'est ce qu'elle voit elle, c'est-à-dire que le focus va être ses yeux en réalité. Trop bien comme idée, donc il y a plein de trucs comme ça qui marchent plutôt bien, et fatalement c'est une œuvre qui a du cœur, mais que je trouve moins original que La Main ou Talk to Me. J'ai trouvé Talk to Me plus marquant dans sa mise en scène et dans ses idées, mais c'est quand même un film qui est fort en émotion, qui est fort en tout ce qui se passe de manière générale dans le film que j'ai pas envie de spoiler. Il y a des plans qui sont vraiment très beaux, il y a des moments mémorables, il y a des séquences réussies. Encore une fois, Sally Hawkins, l'actrice, est formidable. Les personnages sont un peu moins mémorables, sauf elle et peut-être ce petit garçon ici. Et le concept aurait pu être un peu plus exploré, je pense, parce qu'ils vont dans un délire qui est un peu en surface, mais c'est bien. Et la fin est vraiment bien aussi, avec des plans qui sont sublimes à la fin. Donc Bring Her Back, il y a des gens comme moi qui vont bien aimer, qui trouvent ça cool sans être exceptionnel, mais il y a des gens qui vont adorer. Ça, c'est le genre de film, typiquement, je le vois déjà venir, hein. Les gens vont tomber amoureux de ce film, ils vont l'adorer sans aucun doute. Et moi, honnêtement, je comprends pourquoi j'ai bien aimé sans être marqué par ce film. Il y a plein de séquences que les gens vont absolument déguster, croyez-moi. Et maintenant, j'ai envie de parler des 3 meilleurs films, d'après moi, que j'ai vus ce mois-ci. Et je vais commencer avec Perla, qui est un autre film qui est sorti aujourd'hui. D'ailleurs, c'est le film qui raconte l'histoire d'une jeune Tchécoslovaque immigrée en Autriche en 1981 qui commence une nouvelle vie avec sa fille. Elle a fui le communisme, elle est de nouveau remariée, elle est heureuse, elle est contente, mais son ex, qui est sorti de prison, va la recontacter. Et c'est là qu'il va retourner en Tchécoslovaquie. Du coup, à l'époque, c'est une réalisatrice slovaque qui a fait le film, et il parle d'ailleurs allemand et slovaque dans le film, et ce retour en Tchécoslovaquie va être assez difficile. Pourquoi? Parce que premièrement, le film va nous montrer la différence entre les deux pays, l'Autriche capitaliste en 1980 et la Tchécoslovaquie communiste en 1981 aussi. Ça sera les différences culturelles, les différences économiques, mais même si c'est pas le cœur du récit, ça parle quand même beaucoup de ça, c'est surtout l'idée et le complexe par rapport à ce personnage-là qui se sent pas du tout à la maison en Autriche. Et ça qui va être fort, c'est que ce personnage-là, féminin, c'est une histoire qui parle de femmes majoritairement. D'ailleurs, le film est un hommage à la grand-mère de la réalisatrice qui a vécu ce qui s'est passé, entre guillemets. Voilà, moi aussi, mais beaucoup de ma famille a vécu la Roumanie communiste, et ils s'en rappellent très très bien. Et c'est ça qui va être fascinant, c'est cet hommage à cette époque, et non pas cette haine de la dictature, parce que dans cette dictature, dans cette haine, entre guillemets, qu'on devrait avoir de ce communisme de l'époque qui a fait énormément de mal à plein de gens, à toute l'Europe de l'Est, il y avait une forme de nostalgie, il y avait une forme de beauté, il y avait une forme de fausse liberté que les gens aimaient bien. Et c'est ça que le film va tacler aussi un petit peu, que j'ai beaucoup aimé, du point de vue de cette femme. Et c'est ça qui va être fort, c'est que certes c'est le centre du récit, mais c'est surtout une femme qui sera en pleine fracture d'elle-même. Elle ne saura pas qui elle est, elle ne saura pas dans quelle direction aller, et sera complètement perdue entre sa nouvelle vie, remariée, enfant, son ex qui la recontacte et tout. Et ça qui est fort, c'est que c'est l'étude de cette femme, ce qu'elle vit, comment, du système en place, des avantages et inconvénients des deux systèmes, qu'est-ce qui est le mieux pour elle, qu'est-ce qui est pas bien, toutes ces choses-là. C'est pas du tout une sorte de film qui met en avant les bienfaits du communisme en 1980 en Tchécoslovaquie. Au contraire, c'est hautement critique de cette époque. Évidemment, c'était une dictature, hein, mais il y a une forme de beauté dedans tout de même que le film va tacler intelligemment, je trouve. Et si vous avez déjà eu des membres de votre famille ou des gens que vous connaissez, si vous leur parlez de cette époque-là du communisme, moi en Roumanie par exemple, ils étaient assez contents, entre guillemets, de certaines choses. Alors évidemment, ils préfèrent largement la liberté et le monde d'aujourd'hui, ça tout le monde vous le dira aussi, hein, mais ils ont une forme de nostalgie d'une autre époque qui peut se ressentir aussi, et ça, je trouve que le film le fait bien, tout en parlant des complexités de la relation de cette femme, qui elle est, ce qu'elle fait. C'est assez fort, c'est assez touchant, et il y a un vrai travail de mise en scène sur les couleurs, le rouge principalement, sur plein de choses que je n'ai pas envie de spoiler aussi, mais beaucoup les miroirs, parce que cette femme-là est coupée en deux, littéralement. Elle a deux personnalités, sa vie en Autriche en tant qu'Autrichienne et sa vie en tant que Tchécoslovaque. C'est hyper réussi de ce point de vue-là, je trouve. Ça montre vraiment ça de manière intelligente et ça le met en avant. L'ambiance est vraiment réussie, surtout vers la fin. C'est prenant, c'est à la fois lugubre et touchant et mélancolique. Non, c'est top.
mine de rien, et on voit une sorte de fresque de cette époque via le regard de cette femme, et pour le coup ça c'est vraiment bien, et je peux vous le conseiller juste pour ça, ça vaut le coup d'être vu en salle, c'était vraiment un très bon film, et de toute façon là les 3 films en top 3 là, je vais pas les départager, c'est 3 films que j'ai aimés je pense autant. Ensuite j'ai envie de parler de Didi, et oui le Didi non pas dans les médias actuellement mais le Didi au cinéma. Pourquoi? Parce que c'est un film qui est sorti en salle récemment, c'est l'histoire d'un jeune immigré et d'une famille d'immigrés d'ailleurs aux États-Unis à une époque qui m'a rendu très vieux. Pourquoi? Parce que c'est ma jeunesse, littéralement. Ici, c'est le début des réseaux sociaux. Voilà, c'est AOL, Messenger, le début, le tout début de YouTube. Ce mec-là avait mon âge lorsqu'il y avait tout ça. Donc ça parle de ça. Ça parle un peu de la culture d'Internet, mais aussi, principalement, c'est ça la thématique principale, c'est comment on aura le droit à ce rite initiatique de ce jeune homme via Internet, via ses parents immigrés, via ses frères et sœurs immigrés, via ce monde qui les entoure aux États-Unis d'enfants immigrés, dans un monde étranger, dans une famille dysfonctionnelle. Ce qui est assez rigolo parce qu'il parle plusieurs langues dans le film, mais aussi dans la famille, c'est-à-dire qu'ils s'obligent à parler anglais, en même temps ils parlent leur langue familiale et des choses comme ça. Il y aura une rivalité entre frères et sœurs, entre amis, il y aura plein de problèmes qui rendent, on a l'impression, le réalisateur assez nostalgique de cette époque parce que justement, c'est exactement ce qu'il a vécu. C'est-à-dire qu'il a vécu tout ça, le début d'Internet via les relations sociales, il a vécu l'impact d'Internet sur sa famille, sur les immigrés, les blogs, les forums, la manière de filmer, les premiers amours aussi, la drague, comment tu dragues sur Messenger? Avant, il n'y avait pas tout ça en réalité. La pression sur les jeunes femmes, que faire de sa vie, c'est un rite initiatique avec toutes les choses les plus classiques, mais c'est un passage de l'adolescence qui est assez pur entre guillemets, qui est réel, qui a le droit à un lien entre le cinéma, l'art de manière générale, la création, c'est rempli de gêne, de douleurs générationnelles d'immigrés, qui est littéralement transféré d'un enfant à un autre, de tristesse, de mélancolie, de beauté, de création artistique. C'est 1h30, ça passe super vite pour le coup. Il y a une vraie énergie, une force de la jeunesse, et ça rend nostalgique d'une jeunesse que moi j'ai eue, par exemple, pas aux États-Unis, mais c'est la jeunesse que ma génération a eue. Voilà, les gens qui ont 28 ans comme moi aujourd'hui, ou voilà, aux alentours, on a vécu ça, on a vécu le début des réseaux sociaux, quoi. On avait 10 ans quand Facebook est arrivé, plus ou moins. Donc on a vécu ça, et c'est ce qui vit aussi aujourd'hui. Donc voilà, il y a des gens qui sont nostalgiques de ma jeunesse. C'est ça, vieillir, hein, je crois. Mais j'ai beaucoup aimé ça parce que justement, il y a plein d'idées de mise en scène. La photo est assez belle de manière générale. Il montre de manière assez intelligente les écrans et en même temps le lien qui est fait avec certains membres de la famille, les amis, les gens qu'il veut draguer, ce jeune homme. C'est un beau film qui est à la fois doux amer, qui parle un peu de ce rêve américain aussi, entre guillemets, du sacrifice des parents, et qui parle de la famille. Et il y a tellement de choses qui vont à droite à gauche dans ce film, et tout revient de manière tellement satisfaisante à la fin. C'est très bien. Franchement, Didi, c'était très touchant, très beau. Peut-être moi, je suis encore plus touché parce que je me suis ressenti en tant qu'enfant d'immigré, et en même temps, en tant que quelqu'un qui a grandi sur Internet, au début d'Internet, entre guillemets, des réseaux sociaux en tout cas, bah, je l'ai beaucoup vécu, je l'ai senti, et je trouve qu'il y a pas mal d'idées pour mettre ça en avant, pour vraiment parler avec beaucoup d'amour de cette époque et des difficultés de cette époque, de la jeunesse, de l'adolescence. C'est un super hit initiatique que je ne peux que vous conseiller. Allez voir Didi, c'est vraiment bien. Et le dernier film que j'ai envie de vous conseiller s'appelle Strange Darling, qui raconte l'histoire d'une femme poursuivie par un tueur en série. C'est plus une sorte de thriller de serial killer qu'un film d'horreur, par exemple. C'est pas du tout ça, hein. Ça peut plus penser à du De Palma qu'un film d'horreur classique, mais ça va parler de ça. Et c'est ça qui est vraiment bien, c'est qu'il y aura une esthétique qui est quand même très léchée, je trouve. C'est assez fort ce qu'ils ont réussi à faire avec un petit budget. Et j'étais assez marqué par des plans qui sont très beaux, qui sont mémorables. Même musicalement, c'est très prenant. Ça y va à fond, ça assume, c'est généreux, c'est touchant aussi grâce au visuel. C'est impressionnant grâce au visuel. Donc il y a plein d'idées de mise en scène, de techniques vraiment années 80-90. Hein, c'est l'inspiration principale de ce genre de thriller de l'époque. Il y a une belle utilisation du texte aussi. C'est fou ce que le film arrive à faire visuellement, je trouve. Alors il y a plein de gens qui vont se plaindre de ce qui raconte le film. Apparemment il est problématique. Personnellement je ne trouve pas que le film est forcément problématique. Je trouve qu'il est vraiment bien en termes de mise en scène. Il y a plein de choses parce que le film est raconté en plusieurs chapitres, mais les chapitres sont dans le désordre. Du coup il y a plein de rebondissements que je trouve assez intelligents et réussis. Mais le truc c'est que il est malaisant, malsain et intense. Il est mémorable, plein de scènes. Et c'est 1h30 quoi, encore une fois. Je vous ai conseillé que des films, là c'est 1h30, c'est génial. Ça se regarde très très vite. Pas de sortie en salle malheureusement, il n'y a pas de sortie officielle en France. Vous pouvez le trouver, hein, vous savez, VPN ou d'autres moyens. Et moi j'aime beaucoup parce que ça joue énormément sur nos attentes. Les acteurs jouent très très bien, il y a des plans comme ça en split, diopter shot qui sont absolument géniaux. Ça joue beaucoup sur la grammaire cinématographique, il y a plein de surprises scénaristiques aussi. Ça joue sur les personnages, qui ils sont.
C'est constamment des rebondissements, ça y va dans tous les sens, les acteurs font un super travail. J'ai pris ma petite claque, honnêtement, j'ai pris ma petite claque. J'ai beaucoup aimé, ce que j'ai ressenti durant ce film, c'était assez dingue. Franchement, il y a des gens qui vont dire que c'est un film anti-féministe et tout. Je suis pas spécialement d'accord, on pourrait en parler en détail, mais j'ai pas envie de spoiler. Strange Darling, c'est l'occasion de le voir. C'est très bien. Voilà, c'est très très bien. Je ne peux que vous le conseiller pour les gens qui aiment les thrillers un peu années 80-90 avec une esthétique vraiment léchée, une musique folle, des acteurs de dingue et en même temps plein de surprises et plein d'idées visuelles. C'est banger, donc honnêtement, je vous le conseille. Voilà, je vais m'arrêter là. Mettez-moi dans les commentaires ce que vous pensez de tous ces films. Les avez-vous adorés ou détestés? J'ai envie d'avoir votre avis. Pensez à vous abonner à la chaîne pour voir les prochaines vidéos. Mettez un j'aime, ça aide beaucoup la chaîne. Suivez-moi sur Spotify, TikTok, Instagram et Twitch. Et moi, je vous dis à la prochaine fois. Salut à tous.